Partout en Occident, collectif, les médias grand public en parlent. Nos amis de Didi Geopolitics ont publié que l'allié de Zelensky, Timur Mindish, soupçonné d'un vaste système de corruption dans le secteur énergétique ukrainien, a discrètement quitté le pays à bord d'un taxi VIP, selon Radio Free Europe, Radio Liberty. Il n'est pas le seul. Le ministre de la Justice a quitté le pays discrètement. Le ministre de l'Énergie a quitté le pays discrètement. Et l'ancien ministre de la Défense, Rustem Umerov, également impliqué dans toute cette affaire, a lui aussi quitté le pays. Tout d'abord, notons que Zelensky avait vu venir tout cela lorsqu'il a tenté de prendre le contrôle du Nabu et du Sapo il y a quelques mois, avant d'en être essentiellement empêché par les Européens. C'était sa tentative d'éviter ce qu'il voyait manifestement arriver. À présent, la grande question est la suivante. Nous savons que tout le monde dans la politique ukrainienne est corrompu, donc le Nabu et le Sapo sont utilisés comme des armes pour s'en prendre à Zelensky et à ses proches, comme Timur Mindish, son portefeuille, n'est-ce pas? Mindish était avec Zelensky. Ils étaient cofondateurs de la société de divertissement comique de Zelensky, Kvartal 95, n'est-ce pas? Il y a des décennies. Ils ont donc toujours été très proches. Et apparemment, c'est là que réside le vrai danger. Mindish serait, sinon, le plus proche confident de Zelensky, du moins l'un de ses plus proches. Et il est censé savoir où tous les cadavres sont enterrés, connaître tous les secrets. Il a obtenu pratiquement tous les grands contrats. Je veux dire, il n'avait aucune expérience. Mais avec la guerre et Zelensky à la tête du gouvernement, il est soudainement devenu entrepreneur dans la défense, n'est-ce pas? Il a lancé des entreprises de drones et a pris le contrôle d'Energoatom, la société nucléaire qui fournit actuellement la moitié de l'électricité de l'Ukraine, et probablement plus encore après la semaine dernière, en fait. Donc, vous voyez, d'énormes pots de vin, d'énormes escroqueries. Exactement. Les entrepreneurs devaient verser un pourcentage rien que pour obtenir un contrat public, ce genre de choses. Et bien sûr, je suis sûr que beaucoup d'autres responsables, ceux dont on sait qu'ils ont fui le régime de Zelensky, prenaient eux aussi de grosses parts de tout cela. Je veux dire, personne ne devrait être surpris. Même avant le conflit, les médias occidentaux admettaient que l'Ukraine était le pays le plus corrompu d'Europe. Et les gouvernements occidentaux le savent. Cela fait simplement partie du prix à payer pour faire des affaires, pour avoir un proxy comme l'Ukraine. Une certaine somme sera toujours détournée par l'élite, et de manière assez conséquente d'ailleurs. Ce sont des sangsues, non? Ils vont bien sûr tirer leur part de sang de tout cela. Mais la grande question est, qui est derrière tout cela, n'est-ce pas? Et vous savez, les Américains et les Européens ont évidemment un certain niveau de contrôle global sur le Nabu et le Sapo. Mais je dois dire que ce n'est pas ce que je vois se passer ici. Je n'ai encore vu aucun signe qui me convainque qu'il s'agit de l'administration américaine ou même des Européens agissant contre Zelensky, ce qui, je dois le dire, n'est pas vraiment dans leur intérêt en ce moment. Vers qui d'autre se tournerait-il? Cela va provoquer une grande déstabilisation du régime, à un moment où il a déjà subi d'énormes revers au cours des dernières semaines sur le champ de bataille, avec les frappes à longue portée, les coupures de courant et tout le reste. Ils n'ont tout simplement pas besoin de ça. Il est presque trop tard pour changer de cheval à ce stade du jeu. Ce que les médias ukrainiens nous disent, ce que les chaînes Telegram et le reste des médias rapportent, et ce qui me semble être la version la plus crédible de ce qui se passe ici, c'est ceci. Qui est derrière ces attaques? Ce que disent les chaînes Telegram et les médias ukrainiens, et ce que je trouve le plus crédible, c'est qu'il s'agit essentiellement des opposants politiques internes à Zelensky, issus du milieu du Maïdan.
Exactement. Nous parlons donc de l'ancien oligarque et dirigeant du régime en Ukraine, Petro Poroshenko, du maire de Kiev, Vitaly Klitschko, et de quelques autres. Mais aussi, et c'est crucial, l'oligarque et ancien protecteur de Zelensky, Ihor Kolomoïski, est impliqué dans cette affaire. Zelensky s'est essentiellement distancié de lui et a même laissé les loups s'en prendre à lui à plusieurs reprises au cours des dernières années. Kolomoïski a fait des commentaires sur le Nabu et le Sapo ces dernières semaines, affirmant qu'à la suite de ces enquêtes, Zelensky était fini, que tout était terminé. Beaucoup de gens y voient donc, disons, sa main cachée, ce qui signifie que nous sommes là en plein dans les manœuvres troubles du régime de Kiev, des couteaux tirés et de la politique interne. Et je pense, d'après ce que je peux voir, que les Européens et les Américains essaient encore de comprendre comment réagir à cela. Ils tentent de saisir ce qui se passe. Il n'y a pas eu de véritable réponse organisée. Ce qui, vous savez, signifie soit que l'administration Trump, si elle est derrière tout ça, agit de manière beaucoup plus discrète et subtile qu'elle ne l'a jamais fait auparavant, soit qu'il s'agit très probablement de politique intérieure. Et d'un autre côté, quiconque remplacerait Zelensky ne serait sans doute pas, vous savez, différent. Ils ne vont pas soudainement venir à la table et signer des conditions de paix aux termes russes ou quoi que ce soit de ce genre. Ce n'est tout simplement pas possible au sein du Maïdan, n'est-ce pas? Dans le milieu du Maïdan. Mais l'avantage pour la Russie dans tout cela, c'est que toute déstabilisation du régime joue en sa faveur. Donc je suis sûr qu'ils y trouvent aussi leur intérêt. Maintenant, ils ne veulent pas que Zelensky soit remplacé par quelqu'un de plus compétent que lui. Ils l'ont déjà dit à plusieurs reprises. Nous ne voulons pas éliminer Zelensky, car s'il l'était, il serait remplacé par quelqu'un qui prendrait des décisions bien plus rationnelles que Zelensky. Donc oui, autant que je puisse en juger, c'est surtout de la politique ukrainienne sale. Ce n'est pas que rien de tout cela ne soit réel. C'est juste que tout le monde en est coupable. Et la question, c'est contre qui cette arme est utilisée. C'est ça, la vraie question. Et oui, Zelensky n'est pas mis à l'écart. Je veux dire, nous avons des déclarations des Européens. Ils ne vont pas soudainement arrêter de livrer des armes ou du matériel militaire à l'Ukraine. Ils devront simplement se tortiller un peu, faire quelques déclarations aux médias et exiger que Zelensky lance une sorte d'enquête ou de commission ou encore une nouvelle campagne anticorruption, n'est-ce pas? C'est comme ça que ce sera géré. Mais rien que la semaine dernière, l'Allemagne a annoncé qu'elle allait dépenser 3 milliards de dollars supplémentaires en armement pour l'Ukraine, faisant passer le total de 8,5 à 11,5 milliards. Et ils ont livré quelques systèmes patriotes. Et ils ont annoncé que nous allons avoir la conscription en Allemagne pour nous préparer à la prochaine phase, après la chute de Kiev, lorsque nous devrons aller directement en guerre contre la Russie. Vous savez, c'est évidemment, du moins, c'est ainsi que pensent les Merz, les Starmer, les Macron et les Stubb d'Europe. Mais ça ne va pas arrêter le flux d'argent, même si cela complique les acrobaties rhétoriques que les dirigeants européens doivent effectuer pour continuer à justifier l'envoi de toujours plus d'argent des contribuables européens dans ce, vous savez, bourbier de corruption qu'est l'Ukraine. Peu importe qui la dirige, ils vont devoir continuer à le faire. Ils n'ont plus d'échelle pour redescendre à ce stade. Pas qu'ils puissent envahir de toute façon. Le régime de Zelensky est désormais enlisé dans une énorme escalade d'un scandale de corruption, au moment même où son principal bienfaiteur depuis très longtemps, les États-Unis, est lui aussi impliqué dans une affaire similaire. C'est presque tel père,
tel fils. C'est ce que je dis. C'est ce que les thérapeutes de la nouvelle génération appellent un processus parallèle. Cela se produit tout le temps. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Tu vas me le voler. Mais, je veux dire, parlons de la façon dont cela pourrait avoir un impact. Alors, Marc, parce que d'après ce que je vois, on entend parler de corruption en Ukraine depuis très longtemps. Depuis le début du conflit, depuis le renversement de l'Ukraine en 2014 même. Oui. Vous avez dit que la Russie pourrait voir cela comme quelque chose qui pourrait jouer en sa faveur, tant que quelqu'un de plus compétent ne prend pas la tête de l'Ukraine. Mais Zelensky est-il en danger? Certaines personnes m'ont dit « Eh, il pourrait aller en Grèce et ne pas revenir ». Je n'y crois pas vraiment, car je ne pense pas qu'une chose pareille puisse rester secrète. Mais est-il réellement en difficulté maintenant, comparé à d'autres moments? Je ne vois pas les choses ainsi. Je veux dire, évidemment, des poursuites vont être engagées. Certains de ses alliés fuient le pays, ce genre de choses. Je pense qu'il va être politiquement affaibli par tout cela. Mais au fond, Zelensky occupe cette position parce que les Américains disent qu'il l'occupe, non? Et tant que les Américains ne diront pas le contraire, qu'il n'a plus leur soutien. Et, dans une moindre mesure, les Européens, qui suivent la ligne des Américains, il ne sera pas remplacé de l'intérieur, à moins qu'ils ne reçoivent le feu vert des États-Unis. Et je ne vois pas cela pour le moment. Parce que je ne vois personne d'autre de crédible à qui il pourrait confier les choses pour remplacer Zelensky à ce stade avancé du jeu. Donc je pense que cela n'aura qu'un impact très limité. Je ne vois pas Zelensky être contraint de démissionner, à moins que l'administration Biden ne décide soudainement, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent, d'intervenir et de dire « oui, débarrassez-vous de lui ». C'est la seule véritable possibilité de sa destitution. Il détient son pouvoir grâce aux États-Unis et il ne sera pas écarté de l'intérieur, ni par les Européens, ni par quiconque de ce camp, à moins que l'Amérique ne le décide. Peut-être pourriez-vous nous aider à comprendre comment exactement ce type de chaos politique pourrait avoir des répercussions sur le plan militaire. Car d'après ce que je comprends, il semble que l'armée ukrainienne ne soit pas nécessairement dirigée directement par Zelensky lui-même. Alors, comment une telle situation influence-t-elle les choses sur le plan militaire? Et dans ce contexte, existe-t-il un précédent historique? Je remettrai en question cela, en fait. Car tout général militaire qui était réellement à la tête de l'armée ukrainienne avant cette période aurait procédé à des retraites tactiques de plusieurs endroits que le régime de Kiev ne pouvait plus défendre, comme Pokrovsk, n'est-ce pas? Vous savez, comme Avdiivka, voire même Bakhmut dès le début. Et c'est l'orientation politique de Zelensky. L'incursion à Kursk était une décision politique, et surtout, la décision de s'y accrocher était politique. Donc je suis assez sûr que Syrski reçoit la plupart de ses ordres directement de Zelensky, qu'ils aient un sens militaire ou non. Je pense donc que cela a de l'importance, jusqu'à un certain point, de savoir qui occupe le siège à Kiev, dans la position de direction du régime, parce que je crois qu'il dirige sur le plan politique ce qui se passe militairement du côté ukrainien, dans une bien plus grande mesure que, disons, Poutine ne dirige les choses du côté russe. Il semble avoir adopté une approche très détachée, du moins après les premiers mois du conflit, et laisser les généraux mener leur guerre, alors que c'est exactement l'inverse pour le régime de Kiev. Mais à part dire, pas de recul, pas de reddition, pas de retraite, au-delà de cela, je ne sais pas ce qu'il a d'autre à dire. Le régime continuera à se battre, et il continuera à perdre, et à voir ses hommes et son matériel s'épuiser. Et cela ne changera pas que Zelensky ait ou non des ennuis politiques ou juridiques internes.
drastic political and legal trouble or not. So the biggest threat Donc, la plus grande menace, c'est que davantage de pays européens pourraient cesser d'envoyer des armes et de l'argent. Pas les principaux, bien sûr. Mais on pourrait voir une résistance politique croissante dans certains pays de second rang qui soutiennent l'Ukraine. C'est une possibilité. Et chaque, disons quelques centaines de millions, compte quand on parle de cette guerre. Combien de corruption est détournée par l'élite et combien parvient réellement aux troupes. Mais au final, je vois cela comme un ébranlement des piliers du régime, pas comme sa chute. Cela n'aura donc qu'un effet limité sur le champ de bataille. On pourrait dire que cela pourrait affecter le moral des troupes, mais pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que cela leur importe vraiment. Je veux dire, ils détestent leur élite politique à Kiev. Ce n'est pas pour cela que la plupart d'entre eux sont là, qu'ils soient des idéologues, des bandéristes ou des conscrits qu'on a forcés à y aller. Aucun d'eux n'aime Zelensky ni son administration, et rien de tout cela ne les surprend. Ils sont soit contraints d'être là, soit présents pour leur propre idéologie fasciste bandériste. Cela n'a rien à voir avec « Oh, mon président est corrompu, comment puis-je encore me battre ?» Non, je ne crois pas que cela aura un effet moral significatif. Mais il y a simplement un bruit de fond général, n'est-ce pas, concernant la stabilité du régime, et cela va être ébranlé par cet événement. En ce sens, il pourrait y avoir un affaiblissement plus général de la croyance selon laquelle le régime contrôle la situation, ou non, comme le montre clairement le cas de Pokrovsk. Oui, et puis je me dis, où sont les Ukrainiens dans tout ça? J'imagine qu'il y a beaucoup de facteurs en jeu. Il y a des gens qui sont apathiques et qui se contentent de baisser la tête. Et puis il y a ceux qui, tu sais, ne voient en Zelensky qu'un outil pour obtenir ce qu'ils veulent de l'Occident. Et c'est tout. Alors le reste du peuple ukrainien sait qu'il faut simplement baisser la tête et essayer de survivre à tout cela, n'est-ce pas? Comment peut-on protester quand tout homme, toute personne de 25 ans ou plus, qui se présente à une manifestation serait immédiatement envoyé au front? C'est extrêmement limitant pour les protestations. Et c'est précisément pour cela qu'on pense généralement qu'il y a seulement quelques mois, Zelensky a ouvert les frontières pour la première fois depuis le début du conflit, pour les hommes ukrainiens âgés de 18 à 22 ans, afin d'évacuer les hommes potentiels qui pourraient protester ou être incités à le faire. Et cela a fonctionné, car maintenant l'Allemagne et d'autres pays européens sont submergés par de jeunes hommes ukrainiens, et ils n'en sont pas contents. Ils préféreraient largement les voir mourir pour leurs intérêts dans une guerre par procuration. Merz a d'ailleurs fait exactement ce commentaire cette semaine, qu'il veut que Zelensky garde ces jeunes hommes dans son pays, n'est-ce pas? Qu'ils se battent pour nous là-bas. Enfin, se battent et meurent pour nous là-bas, étant la partie non dite. Et maintenant, l'administration Trump parle de déporter, enfin ils ne font qu'en parler pour le moment, environ 80 hommes ukrainiens qui auraient enfreint les lois américaines ou quelque chose du genre. Mais je vois plutôt cela comme la première ouverture de la porte. Comme un précédent, ouais. Le précédent, n'est-ce pas? Non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les pays européens. Là où tout cela mène, c'est que l'Occident va commencer à expulser de force les hommes ukrainiens, des réfugiés dans leur pays, vers le régime, afin qu'ils puissent être enrôlés et ensuite mourir. Je veux dire, les envoyer littéralement à la mort. C'est ce qu'ils feront, car il est depuis longtemps reconnu que le régime de Kiev manque d'hommes, n'est-ce pas? Et il y en a au moins quelques centaines de milliers de plus en Europe qui pourraient être envoyés pour faire gagner encore quelques mois au régime. 6 mois. Oui.
Eh bien, cela me rappelle ce que les Français, les Britanniques et les Américains ont fait à certains moments de l'histoire, dans des situations coloniales ou, vous savez, au début des guerres mondiales, n'est-ce pas? Par exemple, ils prenaient des Algériens, les Français, les Britanniques. Oui, les Indiens, et les jeter dans un conflit en Europe contre, vous savez. Il y a très peu de différence entre cette situation et ce qui se passe avec l'Ukraine aujourd'hui. Comme à l'époque, il y avait des élites locales qui étaient tout à fait d'accord avec cela, et ainsi de suite. Et c'est la même chose avec le régime du Maïdan et Zelensky à sa tête aujourd'hui. C'est la même chose. At the helm of it now, it's the same thing.